Président, cher Jean-Louis, chers collègues, Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est aujourd'hui un honneur pour la ville d'Issy-Moulineaux de recevoir une figure incontournable de la Ve République française afin de célébrer ensemble les 65 ans de notre Constitution. Connaissant le souci de la précision de notre invité de marque, j'ajouterai 65 ans et un jour, puisque c'est bien le 4 octobre 58 et non le 5 que cette Constitution fut promulguée. Toutefois, les élus de nos municipalités et moi-même étions retenus hier par un conseil de notre agglomération prévu de longue date auquel nous ne pouvions déroder. Je compte donc sur l'indulgence de l'ancien maire et président de l'agglomération d'Évreux, que vous êtes toujours, cher Jean-Louis, pour nous pardonner ce conflit d'agenda. Bien plus, je tiens à vous remercier d'être parmi nous ce soir, tant votre histoire personnelle, politique, je dirais aussi littéraire, reflète avec fidélité les valeurs républicaines que nous célébrons aujourd'hui. Nous ne doutons pas que vous allez apporter beaucoup à notre auditoire et à la population icéenne, notamment grâce à votre expérience, votre esprit libre, sans oublier votre hauteur de vue. Je pense notamment à celle dont vous avez toujours su faire preuve depuis le perchoir de l'Assemblée nationale, où vous saviez respecter la liberté de nos collègues, y compris ceux jamais avides de bons mots, je ne vise personne. Permettez-moi de reprendre le fil de l'histoire, y compris personnelle, qui vous amène jusqu'à nous. Nul besoin de le rappeler, vous êtes le fils de Michel Debré, éminent juriste de profession, maître des requêtes au Conseil d'État. Si ses fonctions ministérielles furent nombreuses à l'instar du gouvernement Debré, qu'il dirigea sous la présidence du général de Gaulle, c'est bien dans sa qualité de garde des Sceaux qu'il façonna la Constitution qui organise nos institutions actuelles. Votre père pensa avec brio ce texte, fruit d'un subtil équilibre au point que le juriste Maurice Duverger, que nous avons connu... Tu annonces la fin déjà ? Je vais le couper. Quand c'est la Marseillaise, c'est plutôt des gens de droite. Si vous entendez l'international, c'est des gens de gauche. Si vous entendez... Mais tu réponds aux deux. L'opportuniste de Dutronc, je suis ni à droite ni à gauche, ce sont des députés ou des sénateurs. Et si c'est un personnage qui pense avoir un grand avenir, c'est « je me voyais déjà ». Voilà. Mais je coupe. On disait donc que Duverger qualifia notre régime de semi-présidentiel. Quelques 50 ans plus tard, c'est au tour de son fils, l'ancien ministre de l'Intérieur, puis président de l'Assemblée nationale que vous êtes, de présider l'institution chargée de sa protection. Pendant 9 ans, vous avez en effet présidé le Conseil constitutionnel et ainsi veillé à la conformité des lois, à l'esprit, à la lettre de la Constitution de la Ve République. Vous avez ainsi accompagné l'institution dans la révolution copernicienne qu'elle a connue, suite à la révision du 13 juillet 2008, la question prioritaire de constitutionnalité, laquelle a d'ailleurs récemment fait l'actualité au sujet de personnalités politiques que nous avons côtoyées. Je n'en dirai pas plus. Cette évolution juridique majeure a contribué à l'approfondissement de l'état de droit dans notre société, puisqu'elle introduit un contrôle de constitutionnalité a posteriori, c'est-à-dire des lois déjà entrées en vigueur. Mais votre carrière... On a perdu un siège, là, je crois. Mais votre carrière au service de la République ne s'arrête pas là, puisque nous accueillons ce soir un écrivain, auteur de nombreux romans et essais, dont « Ces femmes qui ont réveillé la France », paru en 2012 chez Fayard. À ce titre, je vous informe que cet ouvrage fait office de référence lorsque mes adjoints et moi-même réfléchissons à baptiser nos nouvelles rues, soucieux de féminiser autant que possible ces appellations importantes pour nos concitoyens. Je pense d'ailleurs que nous pouvons affirmer que 2 femmes liées à Issy-Moulineaux ont réveillé la France, selon vos mots. D'une part, je t'en parlais, la reine Margot, qui s'installa en 1606 à Issy pour fuir la peste de Paris, déjà, je ne parle de personne, et à laquelle nous venons de rendre hommage à travers un hôtel 5 étoiles, M Gallery, exploité par le groupe Accor, qui porte son nom. Je vous le conseille, cher Jean-Louis.
Et d'autre part, le général Valérie André, pilote d'hélicoptère, médecin général inspecteur, première femme promue générale dans l'histoire de France, habitant de 101 ans de notre ville, tante par alliance de votre serviteur. J'apporte ces précisions afin qu'ici ou nous soit cité dans le tome 2 de votre ouvrage, Monsieur le Président. Entre parenthèses, samedi, on me dit il faudrait regarder dans le dossier des mariages. Merde, putain, si maintenant il faut que je regarde tous les mariages, déjà je suis débordé, mais alors là, et on me dit voilà, il y a un couple, regardez. Alors, on regarde, le mari était commandant de chasseurs alpins et la femme, première femme ayant piloté un Rafale. C'est quand même. Moi, je veux bien le bébé, mais il chiale dehors, hein, parce que. Pour les gardes républicains, l'autre jour, il y avait un chien. C'est bien, hein. Donc, plus sérieusement, nous avons hâte que vous nous livriez votre vision de notre régime politique, qui, nous l'espérons, dépassera bientôt la longévité de la Troisième République, qui durera quand même 69 ans. Plus qu'une vision, vous avez un vécu unique lié à nos institutions, à ceux qui les ont servis, je pense naturellement au général de Gaulle, au Premier ministre Michel Debré, au président de la République, Jacques Chirac. Aussi, le témoignage de votre présidence de l'Assemblée nationale. Non, mais j'ai dit tout à l'heure, je souhaite qu'on fasse taire le bébé. Je suis navré, quand je fais un mariage, je fais maintenant sortir les bébés. Et je vous rappelle que les curés ont demandé qu'on sonorise la sacristie parce que les bébés les font chier pendant la messe. C'est bien, hein? Moi, je trouve qu'amener un bébé de 2 mois qui chiale à un mariage, c'est formidable. Ça lui fait des souvenirs éblouissants qu'il aura toute sa vie. Comme le chien qui était l'autre jour avec la garde républicaine. Bien. Donc, Jacques Chirac, que tu as beaucoup servi et aimé. Aussi, le témoignage de votre président de l'Assemblée nationale, salué par sa dimension démocratique, respectueuse de tous les groupes, nous serait utile dans les temps troublés que notre institution traverse de nos jours. Je tiens à saluer la présence des représentants des instances de la démocratie locale, notamment les membres du Conseil communal des jeunes et du Conseil local des jeunes. Leur présence fait écho aux initiatives conduites par la ville, avec le cycle Mémoire et Citoyenneté, qui mobilise nos jeunes lors de nos commémorations, de nos visites du Chemin des Dames ou du Mémorial national du Canada à Vigny. Enfin, je remercie mon collègue Alain Lévy, maire adjoint délégué à la jeunesse et à la famille, instigateur de cette soirée. Cher Jean-Louis, je vous cède volontiers la parole. Je vous remercie de nouveau pour votre présence et je vous offre le dernier livre sorti sur la ville, mais il n'y a pas la reine Margot. Ah, mais il y a André Santini ? Sans doute, oui. C'est plus fort que moi. La parole au président. Ah, d'abord. Et mon ami. Oui. André, si je me permets, je vais te tutoyer. Appuie. Oui, il faut appuyer, oui. Je vais te tutoyer parce que je t'ai toujours tutoyé. Et donc, je ne vois pas pourquoi. Alors, c'est vrai que c'est ta ville et tu es ici une icône. Et donc, je pourrais. Il faut que je m'incline devant toi à chaque fois, mais je vais te tutoyer. Et je voudrais te dire simplement que c'est pour moi un honneur, mais un bonheur, de venir ici, parce que nous avons passé des heures extraordinaires au Parlement. Nous n'étions pas toujours d'accord, mais à l'époque, il y avait entre les hommes et les femmes qui étaient dans cet hémicycle un dialogue et une considération. Donc c'est pour moi l'image d'une époque. Et puis c'est André qui m'a entraîné dans des voies qui sont malheureusement peu avouables, celles des fumeurs de cigares. Et là, je t'en veux. Non, je t'en veux pas. Je voudrais remercier également Alain Lévy de m'avoir invité. Je suis très impressionné de parler devant vous parce que je voudrais parler de la Constitution de la Ve République, c'est la commande. Et je suis fasciné, et je veux dire pourquoi pour les jeunes, quand la Constitution de la Ve République a été élaborée, les meilleurs esprits de l'époque, les grands professeurs, ont expliqué qu'elle ne durerait pas au-delà du général de Gaulle. Et ils ont dit ça, et ils se sont trompés. Et pourquoi ils se sont trompés? Parce qu'ils n'ont pas compris
que la constitution de la Ve République, voulue par le général de Gaulle, rédigée par mon père, prenait comme analyse l'échec de la Troisième et de la Quatrième République. On n'apprend plus à l'école l'histoire récente, mais sous la Quatrième République, les gouvernements duraient 6 mois. Tous les 6 mois, il y avait une crise gouvernementale. Et la France a été, pendant ces 11 ans de la Quatrième, impossible de régler les problèmes. Impossible de régler le problème de l'Algérie. On l'a vu, puisque la guerre d'Algérie avait commencé en 1954, et on ne parlait même pas de guerre, on parlait d'opération de maintien de l'ordre. Il y avait eu l'épisode de l'Indochine. Les Américains avaient encore des bases en France. Il n'y avait plus de politique économique. Alors c'est vrai que l'économie marchait à peu près bien, si ce n'est qu'on a dévalué 3 fois à cause de l'inflation, mais parce qu'il y avait le plan Marshall et il y avait les Américains qui étaient aidaient la France. Bref, tous ces bons observateurs n'ont pas compris que les constituants de 1958 avaient 3 idées en tête. 1, réparer la République et éviter ce qui s'était passé sous la Troisième et la Quatrième République. Deuxièmement, ils étaient animés d'une certaine idée de la France et d'une certaine idée de l'État. La France, pour eux, devait être dirigée par un chef. C'est ce chef qui, lorsque les institutions sont menacées d'une manière grave et immédiate, doit incarner la France. C'est ce chef qui a manqué en 1940, car le président de la République de l'époque aurait pu incarner la France, mais il considérait qu'il n'avait pas de pouvoir, qu'il n'avait pas de responsabilité et qu'il ne pouvait rien faire. Oui, la constitution de la Ve République, c'est une certaine idée de la France, et ça se marque dans le président de la République. Le président de la République, après je répondrai aux questions, c'est très simple, c'est 2 choses. C'est d'une part un élu du suffrage universel. En 1958, on le fait élire par un collège électoral pour éviter ce qui s'est passé avec René Coty, où il avait été élu après 13 tours de scrutin, ce qui était ridicule. Et en 1965, il va être élu au suffrage universel. Mais si on vous interroge sur le président de la République, dans la Constitution, c'est très simple. C'est l'article 19 de la Constitution. C'est pour la première fois dans notre histoire, le chef de l'État a des pouvoirs sans contreseing. C'est-à-dire que c'est lui qui assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, c'est lui qui nomme le Premier ministre, c'est lui qui peut dissoudre, c'est lui qui peut faire un référendum, c'est lui qui peut recourir à l'article 16 de sa propre initiative sans chercher le contreseing d'un ministre ou d'un gouvernement. Parce qu'il est la France, parce qu'il incarne la France, et qu'à ce titre, il doit s'inscrire dans la durée et dans une vision plus longue. C'est pour ça, d'ailleurs, que l'on impose le septennat. On vient au septennat. C'était une discussion importante. On considérait qu'il devait y avoir à la tête de la France le représentant élu des Français, qui est la durée, là où le politique a plus de contraintes de temps. Donc un président, les institutions, réaction contre le passé. On a une certaine idée de la France, avec le chef de la France, qui a des pouvoirs, de vrais pouvoirs, et qui, lorsque les institutions sont menacées d'une manière grave et immédiate, peut incarner la France. C'est l'article 16. Face à ça, il y a un gouvernement, et le gouvernement, il détermine et conduit la politique de la nation, dit l'article 8 de la Constitution, c'est-à-dire qu'il doit conduire les affaires du quotidien. Et pour ce faire, il a, et c'est une nouveauté dans nos institutions, la loi. Mais la loi, elle ne peut pas tout faire. La loi, elle est là pour donner les grandes directions. Donc c'est l'article 34, où pour la première fois dans notre histoire, on délimite le domaine de la loi. Pourquoi avoir fait ça? J'avais interrogé mon père quand j'avais fait ma thèse doctorale sur cette question. Pourquoi avoir le domaine de la loi? Et il me dit, mais parce qu'on ne réunit pas la représentation nationale pour des petites choses.
on la retient pour des lois sur les libertés publiques, sur les grandes questions. Et il m'a dit, sous la 4e République, il y avait eu 2 lois qui avaient été scandaleuses. Premièrement, il avait fallu une loi pour permettre à l'armée française d'acheter des soutiens-gorge pour les femmes qui rentraient dans l'armée. Absurde. Et puis, une 2e loi qui avait fixé la teneur en viande de porc de la rosette de Lyon. Est-ce que c'est aux représentants du peuple d'aller faire des lois qui sont des lois qui n'ont aucun intérêt pour la vie quotidienne? Donc, un gouvernement qui dépose des propositions de loi et qui portent sur les matières fondamentales, et notamment les libertés publiques, les droits individuels, les droits collectifs, etc. Et face à ce président de la République, face à ce gouvernement, il y a le Parlement composé de 2 assemblées, l'Assemblée nationale élue au suffrage universel et le Sénat élu par un collège électoral qui représente les territoires, les municipalités, mais qui a le pouvoir, comme l'Assemblée, de faire la loi. Voilà l'Assemblée nationale, voilà le Parlement, voilà les institutions. Et pour couronner le tout, un Conseil constitutionnel qui veille au respect des institutions de la Ve République, et notamment qui veille à ce qu'on a appelé la hiérarchie des normes. Pour ceux qui font du droit, ils le sauront, c'est-à-dire qu'il y a le décret, le règlement, la loi ordinaire, la loi organique, la loi constitutionnelle, et tout le monde doit respecter l'architecture, c'est-à-dire la loi constitutionnelle. C'est ça la Constitution de la Ve République. Alors, on n'a pas cessé, depuis 65 ans, de l'abîmer. Au nom de je ne sais pas quoi, on a commencé par vouloir réduire, et on l'a réduit, le mandat présidentiel à 5 ans. Pardon de l'expression, connerie constitutionnelle. Alors, en France, on aime beaucoup ça, puisque la première fois qu'on va débattre de la durée du mandat présidentiel, c'est en 1847, au moment juste avant la Seconde République, on dit on va faire 5 ans. Mais finalement, on décide en 1848, la Constitution de la Seconde République, de mettre 4 ans. Et puis, en 1873, on se dit, mais 4 ans, c'est pas possible. D'ailleurs, on l'a bien vu, au bout de 4 ans, coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, parce qu'il ne pouvait pas se représenter. Et donc, on dit, il faut donner une durée plus longtemps. Alors, on va choisir 7 ans, parce que en 1873-74, les républicains se disent, il y a un risque de restauration monarchique. Mais on est préservé de cette restauration tant que le comte de Chambord et le comte de Paris, les Bourbons et les Orléans, ne se sont pas mis d'accord. Si on met 7 ans, ben dans 7 ans, on verra bien, il y en aura un qui aura cassé sa pipe, ou les 2 auront cassé sa pipe, et on sera débarrassé des monarchistes. Et donc on choisit 7 ans, justement, pour permettre à la République de s'installer et permettre au premier président de la République, de la 3e, Thiers, d'assurer son pouvoir. Et puis arrive la Libération. La Libération, le débat renaît, mais on dit là, la reconstruction de la France nécessite un personnage qui a la durée. Et en 1958, on prend naturellement 7 ans. Alors, après, il y a eu le programme commun du gouvernement qui prenait 5 ans, et tout le monde s'y est mis. Quand il y a une erreur, tout le monde s'y est mis. Alors on va voir tout d'un coup Georges Pompidou faire voter à l'Assemblée, au Sénat, le retour au quinquennat, mais comme il n'a pas la majorité dans le pays, les 3/5, elle n'est pas votée. Puis cette idée sera reprise par Giscard lorsqu'il aura été battu aux élections présidentielles, et il va déposer une proposition de loi organique pour revenir à 5 ans. Les 110 propositions de M. Mitterrand, et puis repris par Jospin, réalisé par Chirac. Tout le monde s'y est mis.
Tout le monde s'y est mis. Et aujourd'hui, on se rend compte que, compte tenu de l'atmosphère, compte tenu de la conjoncture économique, politique et mondiale, il serait bien d'avoir un président qui dure 7 ans. Mais on ne reviendra pas dessus. On ne reviendra pas dessus. Parce que personne n'osera et il n'y aura pas de majorité. Donc, cette première dérèglement institutionnel majeur qui explique aujourd'hui bien des difficultés. Deuxième dérèglement majeur, c'est la logorrhée législative. Aujourd'hui, la loi est un objet de communication politique. J'ai pris pour vous, mais je les ai dû les oublier, les statistiques. Oui, c'est ça. Voilà. En 2002, on comptait, notre droit comptait 52 207 articles de loi et 171 995 articles réglementaires en vigueur. 8 ans plus tard, en 2020, notre droit comprend 86 521 articles de loi et 236 780 articles réglementaires. Mais plus grave, beaucoup plus grave, c'est que quand on regarde la réalité, ces lois, elles ne sont exécutées à 50%. 50% des lois ne sont pas appliquées, les décrets d'application ne sortent pas. Et vous allez avoir dans quelques temps à l'Assemblée un texte sur l'immigration. C'est le 29e texte de l'immigration depuis 1980. Le droit des étrangers a été modifié 18 fois entre 1996 et 2021. Les obligations qui sont, je ne porte pas de jugement, les obligations qui sont portées dans ces lois de quitter le territoire sont exécutées à moins de 10%. Donc on vote de plus en plus de lois et ces lois ne sont pas exécutées. Un petit souvenir personnel, une des premières lois que j'examine au Conseil constitutionnel est une loi qui porte sur l'immigration illégale. Et le gouvernement justifie cette loi par le fait que la précédente n'a pas porté tous ses fruits. Et en travaillant les textes, je me suis rendu compte qu'aucun décret d'application n'était sorti. La loi est un objet de communication politique. Et si vous voyez un sujet important aux 20 heures, vous êtes sûr que ça sera repris par un député qui déposera, ou le gouvernement qui déposera une proposition de loi. Ce n'est plus sérieux. Et donc, la deuxième difficulté, c'est qu'aujourd'hui, il y a un déclin de la loi, un déclin de ce qui doit nous rapprocher et doit nous faire en sorte qu'une nation, c'est un rêve d'avenir partagé avec les mêmes textes. Ce n'est pas nouveau dans l'histoire de France. Benjamin Constant, dans les Principes politiques en 1815, écrivait « La multiplicité des lois flatte le législateur. Et flatte dans le législateur deux penchants naturels de l'homme politique, le besoin d'agir et le plaisir de se croire nécessaire. » Et c'est tellement vrai. Donc voilà, si vous voulez, le Parlement, le Conseil constitutionnel, voilà les institutions et voilà le dérèglement. Troisième dérèglement, qui est une absurdité, c'est d'avoir interdit à l'élu national, député ou sénateur, d'avoir en même temps un mandat local. Pourquoi ? Parce que quand vous avez les deux fonctions, vous voyez l'application des lois que vous votez. Puisque le dimanche sur le marché d'Évreux, où les gens vous disent « Mais monsieur le maire, c'est inapplicable, votre truc, c'est nul, c'est nul ». Et du coup, quand vous votez une loi, vous faites attention. Vous faites attention. Donc on a abîmé les institutions de la Ve République, néanmoins, elles demeurent. Et elles demeurent, et attention à ne pas continuer à les abîmer. Alors je pense qu'il faut revenir à quelques dispositions, notamment, mais ça c'est très technique, à la modification
à revenir à l'ancienne lecture de l'article 42 qui disait que le texte du gouvernement qui est examiné par le Parlement, c'est le texte du gouvernement et non pas le texte de la Commission. Les commissions sont là pour donner des avis et non pas pour réécrire le texte à la place du gouvernement. Voilà les institutions de la Ve République. Alors, les institutions, elles ne sont que ce qu'en font les hommes qui la servent. Chacun a sa personnalité, mais ce qui est très frappant dans les institutions de la Ve République, dont tous les grands juristes et éminents politiciens pensaient qu'elles ne dureraient pas, c'est que ces institutions, elles ont survécu à plusieurs présidents de la République, de tempéraments différents. Elles ont survécu aux alternances politiques. Elles ont surtout survécu aux crises politiques. Imaginez les institutions de la IVe République avec les gilets jaunes. Le gouvernement aurait volé en éclats. Mais le gouvernement, il gère la France, mais il représente à l'extérieur la République française. Et donc, il faut assurer à ce président de la République une certaine idée de la France, à ce gouvernement une certaine idée de l'État, au Parlement une certaine idée de la démocratie, la durée. Donc je crois que ces institutions ont été une bonne chose. Alors, je vous l'ai dit, les hommes font, et les femmes qui sont au pouvoir, gèrent la vie. Alors je terminerai par une petite anecdote, puisque nous sommes entre nous. J'ai eu la chance, que personne n'aura, d'être assis au Conseil constitutionnel entre deux hommes qui s'aimaient d'un amour tendre, Giscard et Chirac. Et d'abord, je le dis à l'égard de ces jeunes, ces deux personnages, quelle que soit l'idée qu'on se fait d'eux, nous donnaient tout le temps des leçons. Dès qu'il y avait une question juridique, j'entendais les professeurs de droit, les grands juristes parler pendant des heures. Et ces deux personnages, qui n'étaient pas des juristes, disaient « voilà le problème, voilà la solution ». Alors on pouvait ne pas approuver la solution. Mais je dis toujours aux jeunes que je rencontre, apprenez l'art de la synthèse. Car les gens n'arrivent plus à écouter lentement. Et donc ces deux présidents de la République, anciens présidents de la République, étaient là. Et après avoir écouté l'énoncé du problème, en moins de 10 minutes, apportaient leur éclairage et la solution. Là où les autres, il leur fallait 45 minutes pour expliquer. L'art de la synthèse. Et puis, quand vous n'êtes plus rien, quand vous n'avez plus d'avenir politique, cessez de vous assicoter. Et je me souviens toujours, une des premières lois que j'étudie sur la lutte contre l'immigration illégale, et tout d'un coup, mon voisin de droite me dit « Est-ce que je peux dire un mot ?» Je vous en prie. Écoutez, vous savez, j'ai été président de la République, il y a longtemps. Le problème de l'immigration illégale se posait déjà. Mais à l'époque, mon Premier ministre n'était pas très bon sur ces questions. Je regarde à gauche, il ne bouge pas. Alors je me dis, sauver, il est sourd, il n'a rien entendu. Mais la jambe, je la sens, la jambe droite s'agite, très mauvais. Et au bout de 10 minutes, il dit, est-ce que je peux dire un mot? Oui. Tout à l'heure, j'ai entendu le président Giscard d'Estaing, il a rappelé qu'il avait été président de la République. Moi aussi. Et à ce moment-là, c'est là où vous découvrez la solitude du pouvoir, parce que vos camarades autour de la table sont cachés. Et il sonne vers moi et dit, dis-moi, président, tu sais la différence entre lui et moi? Non. Eh ben moi, j'ai été réélu. Il y a un moment, voilà, et donc à chaque fois, je disais à l'un et à l'autre, arrêtez,
vous incarnez une certaine idée de la France, vous avez incarné une certaine idée de la France, une certaine idée de l'État. Oubliez vos ressentiments, oubliez vos combats passés et retrouvez la fraternité de la République. Et c'est ça sur lequel je voudrais terminer, c'est que l'essentiel, quelles que soient les idées des uns et des autres, c'est cette fraternité de la République qui doit nous unir. Et je dois vous dire que quand je regarde aujourd'hui la télévision et les questions d'actualité par rapport à celle, André, que nous avons connue, je suis frappé que tous ces personnages ne peuvent pas s'exprimer sans agressivité, haine, et on n'arrivera pas à s'en sortir si on continue à ne privilégier l'agressivité, la haine sur le dialogue. Chacun a le droit d'avoir ses idées. Chacun a le droit de combattre les idées des autres. Chacun a le droit de ne pas être convaincu par les arguments des autres. Mais de grâce, pas d'invective, pas d'agressivité. La politique, c'est fantastique. Moi qui ai d'abord été longtemps magistrat, j'ai découvert ce monde politique. Mais ce monde politique où les hommes et les femmes qui étaient là, à l'époque de mes parents ou après, avaient de la considération les uns pour les autres, même s'ils combattaient leurs idées. Soyez tolérants. Respectez les idées des autres dans la mesure où les autres respectent vos idées. Et si vous parlez, si vous discutez entre vous, eh bien, faites-le calmement, sans agressivité, parce que la société est en train de sombrer à cause de l'agressivité des uns et des autres. Voilà ce que je voulais vous dire, avant de répondre à vos questions, s'il y a des questions, parce que je peux continuer indéfiniment. Merci beaucoup pour ce très brillant exposé. Alors, la première question est toujours la plus difficile. Oui. Je viens la poser. Oui, allez-y. Bonjour. Bonjour, monsieur Debré. Je suis Alain Germain. Micro. Oui. J'ai un organe qui... Oui. Et malgré mon patronyme, je suis corse par ma mère. Et donc, très concerné par ce que notre île pourrait devenir, puisque l'autonomie n'est plus un tabou. Est-ce que notre constitution telle qu'elle existe aujourd'hui permettra une évolution du statut de la Corse? Et puis j'ai peut-être une deuxième question. Ah ben j'ai bien fait de venir. Et puis si vous le permettez, une autre question qui me taraude, mais pas seulement moi. De plus en plus de Français sont assez opposés à la double nationalité. Je ne parle pas du droit du sol, qui sont des catastrophes, et à Mayotte et en Guyane, mais est-ce que cette double nationalité, est-ce que la Constitution, est-ce qu'on pourrait évoluer là-dessus? Voilà, merci. Alors, sur le principe de l'autonomie, et sur ce que le gouvernement propose, je ne peux pas répondre, puisque je voudrais connaître le texte exact. Alors, je voudrais simplement qu'on me dise comment est-ce qu'on va rédiger juridiquement une autonomie sans l'État, mais pas contre l'État. Oui, c'est très bien. On est à une époque où on lance des idées. Parfait. Simplement, juridiquement, il faut écrire. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ce qui m'a frappé dans le discours présidentiel, c'est qu'il dit on va vers l'autonomie parce qu'on le souhaite. Non, on va vers l'autonomie s'il y a les conditions objectives. Alors, on peut voir tout ce que l'on veut à un certain nombre de conditions. Et ces conditions, elles sont fixées dans la Constitution. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Est-ce que la loi sur l'autonomie garantira cela? Deuxièmement, la République
assure l'égalité devant la loi à tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Attention, j'ai entendu dire par certains qu'on voulait réserver certains droits aux Corses. Si on veut rester dans la République, la langue française, la langue de la République est le français. L'emblème national est le drapeau tricolore. L'hymne national, la Marseillaise. Donc, voilà ce que dit la Constitution. Alors, avant de vous répondre, je voudrais savoir ce que va dire le décret d'autonomie. Je dis simplement, attention. Attention, nous sommes plus que par le passé dans une période où personne ne peut prédire l'avenir. Il y a encore 3 ans, personne n'imaginait qu'il y aurait la guerre en Europe. On voit se développer partout des affrontements, des guerres, des haines. On voit monter des phénomènes de racisme, de xénophobie. J'étais très frappé, quelques heures après le discours du président, j'ai entendu le président de la région Bretagne dire « on veut la même chose ». Et vous aurez immanquablement les Basques, les Béarnais, il n'y a que les Normands. Je suis désolé, je cherche. Pourtant, il y a la rivière Lavre séparait le royaume de France du duché de Normandie. Mais bon, je veux dire, attention, est-ce qu'aujourd'hui, on a intérêt à se diviser et à exploser la République? J'ajoute que la France est ce qu'elle est, mais elle assure à chaque citoyen des droits sociaux, des indemnités chômage, beaucoup de choses. Si on veut l'indépendance, il faut avoir les conséquences de cette indépendance. Voilà, donc si vous voulez, j'attends pour voir, mais je dis attention, c'est peut-être qu'il y a plus de préoccupations aujourd'hui sur le niveau de vie, sur la lutte contre la drogue. Quand je vois hier ou avant-hier que la Corse est devenue une plaque tournante de la drogue, heureusement qu'il y a encore la police française et la gendarmerie qui luttent. Demain, donc voilà, je comprends tout ce que l'on veut, mais moi je veux voir le décret d'application, la loi telle qu'elle sera écrite. Et je dis attention, attention. Voilà. Autre question? Oui, monsieur. Oui, la double nationalité, mais il n'y a rien dans la Constitution qui dit qu'on ne peut pas avoir de double nationalité. Vous êtes de nationalité française. C'est les autres pays qui accordent la nationalité de leur pays. En France, on n'a pas de double nationalité. Il y a la nationalité française ou il n'y a pas de nationalité française. Mais il y a des gens qui sont français et qui sont en même temps citoyens américains, qui permet. Donc, si vous voulez, comment faire? Comment faire? Oui. Alors, oui, ça marche. Alors, oui. Disons que je ferai une question un peu plus générale. Est-ce que oui ou non... C'est pas très gentil pour monsieur qui a posé la question. Est-ce qu'on peut vraiment continuer avec la 5e République et la Constitution actuelle? Ou est-ce qu'il faut envisager, en fait, un changement, je dirais, peut-être même radical, de gouvernement, de constitution? Et donc, ça s'arrête là. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Si vous voulez changer pour changer, ça n'a aucun intérêt. C'est pas changer pour changer, mais quand on voit un petit peu comment ça se passe à l'Assemblée nationale, est-ce qu'il y a des moyens de... Parce que je veux pas dire que c'est un peu ridicule, mais c'est un peu le cas quand même. Est-ce qu'il y a des moyens, disons, de parvenir à ce que ça change tout ça? Est-ce qu'on puisse avoir des gens sérieux là-dedans? Attendez, vous ne pouvez pas mettre dans la Constitution, nous voulons des gens sérieux. Et pourtant, il faudrait que ce soit ça. Il faut savoir ce que l'on veut.
La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et la démocratie fait que ceux et celles qui ont un pouvoir de faire la loi, un pouvoir de gouverner, sont des gens qui sont issus du suffrage universel. Alors, votre question, c'est pas à moi qu'il faut dire. Adressez-vous au peuple français. Arrêtez d'élire des connards. Donc il faudrait changer de peuple, d'accord. Non mais, c'est là où vous avez un raisonnement qui n'est pas un raisonnement logique. Il y a des institutions. Je vous ai dit que les institutions ne sont que ce qu'en font les hommes. De mauvaises institutions ne peuvent pas faire le bonheur d'un peuple, mais une bonne constitution ne fait pas automatiquement le bonheur d'un peuple. Alors, là où vous avez un peu raison, c'est qu'il y a une évolution qui est très préoccupante de la politique en France telle que je la conçois, c'est qu'aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, la politique c'est devenu un métier du spectacle. On fait des annonces et c'est un peu comme les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on dit n'importe quoi, n'importe quand, et le temps passe et on s'en fout. Je peux prendre 50 exemples. Dans la politique actuelle, je prends un exemple. Au début de son premier quinquennat, le président de la République avait dit « Je ferai un gouvernement resserré et nous arrêterons la logorrhée législative. » Eh bien, le gouvernement actuel, à part le gouvernement Rocard, n'a jamais été si nombreux. Aujourd'hui, on est dans un espace, dans un temps où, peu importe ce que vous avez dit la veille, l'avant-veille ou le lendemain, les gens ne retiennent, vivent au jour le jour. Donc, le drame de la politique française, c'est ça. Je prends un exemple. Lorsqu'il y a eu le débat sur les retraites, j'en parlais tout à l'heure avec votre mère, on a fait un drame, parce qu'il y a eu 18 000 amendements. Un drame, un drame. La loi sur la nationalisation des gaz de France, la gauche, celle qui aujourd'hui hurle, avait déposé 147 000 amendements. D'accord? On en a fait un drame? Non, c'était une époque, j'étais président de l'Assemblée, où les femmes et les hommes se parlaient à l'Assemblée nationale. Et donc on a trouvé un accord, ils ont développé leurs arguments, etc. Aujourd'hui, je reviens à ce que je disais, tout est conflit, tout est instrumentalisé. Donc les institutions, elles n'ont rien à voir. Ce n'est pas parce que vous changerez les institutions que vous aurez des hommes et des femmes plus responsables. Je vais même vous faire un aveu, et ça vous concerne. Je suis en train de préparer un livre sur l'Assemblée, et ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, d'une manière générale, les députés et les sénateurs n'ont aucune culture historique. Quand je reprends, et littéraire, quand je reprends les discours de la troisième, entre Jaurès, Léon Blum, on peut ne pas partager leurs idées, mais quelle hauteur de vue, quel souffle, quelle culture aujourd'hui. Pardon? Oui. Vous approuvez? Très bien, envoyez-en-moi un. Quelle culture? Et ce qui me frappe aujourd'hui, et ça vous concerne directement, c'est que j'ai relu les discours récents, il n'y a plus rien. Alors, c'est la conséquence de plusieurs choses. Un, c'est la conséquence du fait que, je vais dans beaucoup d'écoles, on n'apprend plus l'histoire récente. On n'apprend plus l'histoire des idées politiques. On n'apprend plus l'histoire comment l'idée d'égalité, de liberté sont arrivées. Ils ne sont pas arrivés comme ça, mais il y a eu des hommes et des femmes qui ont combattu. Je prends un exemple que je cite toujours parce que je suis allé la retrouver. J'ai voulu retrouver la première femme qui a passé le bachot. Incapable, personne n'était capable de me dire qui était-ce. Il n'a pas que j'aille aux archives, que je cherche, et j'ai trouvé. Et je suis allé dans la commune de cette dame, c'était en 1851, et le maire de là-bas m'a dit « Ah bon ?» J'ai dit « Mais il y a quelqu'un de connu chez vous. » « Ah bon ?» Il n'y a pas eu de ministre. Non, mais les ministres, on s'en fout. Il ne savait pas.
ne savaient pas. Si vous voulez, la génération des politiques qui arrive est une génération qui n'a pas de culture littéraire et historique. Et ça se sent. Deuxièmement, la génération qui nous succède est une génération qui n'a pas connu la guerre ou les lendemains de la guerre. L'assemblée de mes parents s'était composée d'hommes et de femmes qui avaient connu la guerre, la résistance, et qui savaient qu'on pouvait dépasser les querelles politiques. Je vous raconte une histoire. Après la fois que je suis arrivé à l'Assemblée, mon père m'a confié à un député socialiste, qui était son camarade de résistance, et lui a dit « Tu t'occupes de Jean-Louis, tu dis où il faut se placer ». C'est-à-dire qu'il y avait, pour mes parents, ils avaient vécu des moments où on arrivait à transcender les courants, à se parler, même si on avait des idées différentes. Après, il y a eu ma génération, qui était des députés, des élus politiques qui avaient été élevés dans des familles qui avaient connu... Et aujourd'hui, rien. Rien, ils ne connaissent rien. Il y a quelques jours, j'étais dans un lycée parisien, et j'interroge. Alors, on va parler un peu de la 5e. De Gaulle. Ah oui, monsieur de Gaulle, je connais. C'est un général. Oh, bien. Il y en a un autre qui me dit, ah, oui, je crois qu'il a lancé un appel. Un appel à quoi? Oh, je ne sais pas, monsieur. Et je crois qu'il est revenu. C'est tout ce qu'il savait. Après, Pompidou, ne connaissent pas. Giscard, ne connaît pas. Mitterrand, oui, Mitterrand, monsieur, je connais, c'est la gauche. Ah, parfait. Quand? Il y a longtemps, monsieur. Après, Chirac, ah oui, oh, Chirac, je connais bien, c'est un mec sympa, il boit de la bière. Sarko, ah oui, monsieur, je connais bien, casse-toi, pauvre con. C'est tout. Hollande, le mec qui va à moto voir sa copine. C'est tout ce que cette classe d'étudiants de 14-15 ans savait de notre époque. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ça a comme conséquence, je ne vais pas trop parler de politique, c'est que nous sommes à une époque où aucun grand personnage ne domine la vie politique. Si je reste à la 5e, on pouvait contester De Gaulle, mais De Gaulle a dominé. Et les opposants se déterminaient par rapport à De Gaulle. On peut contester Mitterrand, on peut ne pas être d'accord, mais il a dominé la gauche. On peut ne pas aimer Giscard ou Chirac, mais ils ont dominé la droite. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Deuxièmement, toutes les idéologies ont disparu. Personne aujourd'hui, de bonne foi, ne peut croire qu'en prenant le marxisme et le communisme, ça a amené quelque part la liberté et l'égalité. Il n'y a pas un pays au monde qui a été géré par des marxistes et communistes où la liberté a triomphé. Et plus personne ne croit au libéralisme. Regardez, le président de la République, chaque fois qu'il sort, c'est une machine automatique à distribuer des billets. Il sort avec des chèques. Donc, si vous voulez, là où, à mon époque, il y avait des personnages, il y avait des idéologies, je ne porte pas de jugement sur ces idéologies. La vie politique était structurée. Aujourd'hui, plus personne n'a rien à dire. Alors, ils se battent entre eux. C'est un tel contre un tel. C'est ça le drame. Et ce n'est pas en changeant les institutions que vous arriverez à remettre de l'ordre. C'est à votre génération de prendre conscience que la République, c'est quelque chose qui doit être protégé, qui doit être aimé, qui doit entraîner les uns et les autres dans une certaine vision de sa vie. On me racontait tout à l'heure qu'il y avait eu sur Internet quelqu'un qui avait interrogé si la France était en guerre, qu'est-ce que vous feriez? Ben, tous les jeunes interrogés disaient on s'en va. Là, attention, on est en train de tuer toute vie collective. Attention. Donc, ce n'est pas les institutions. Souvent, on me dit ah, mais c'est dramatique, la France, l'abstention gagne du terrain, il faut changer les institutions. Je dis non. Commençons par analyser notre propre comportement. Quand vous voyez les questions d'actualité à l'Assemblée nationale,
Est-ce que vous avez envie de voter? Non. Quand vous savez que la moitié des lois votées ne sont pas appliquées, quand vous avez une espèce de pagaille générale où on promet un jour une chose dans main, est-ce que vous avez envie de voter? Non. Et donc, je pense que la démocratie française est en danger, non pas du fait des institutions, mais du fait de celles et ceux qui servent ces institutions, qui ont perdu le goût de la nation, le goût de l'État. Ernest Renan, il y a une rue Ernest Renan ici, disait dans Qu'est-ce qu'une nation? Une nation, c'est un rêve d'avenir partagé. Or, aujourd'hui, ce qui me navre, ce qui m'inquiète, et je vais, pour jouer au théâtre dans toute la France, je vois ce rêve d'avenir partagé. C'est le problème de la Corse, qui est en train de s'estomper. On s'en fout ce qui se passe à Paris. On a perdu le sens du commun, le sens de l'intérêt général. Si vous voulez que on retrouve le bonheur d'être ensemble, alors c'est à vous, jeunes des conseils municipaux communaux, de jeunes qui allez vous engager dans une vie professionnelle, d'avoir cet effet d'entraînement qu'ont les gens qui ont une grande culture, qui ont une certaine idée de la France, une certaine pensée à celles et ceux qui vous ont précédé et qui ont donné leur vie pour que la France soit un pays libre. C'est pas n'importe quoi. Et donc, arrêtez de vous étouffer dans les réseaux sociaux. Lisez, apprenez l'histoire, apprenez d'où on vient. Comme ça, quand on sait d'où on vient, on sait plus facilement où on doit aller. Autre question? Oui, on va passer à l'extrême droite. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Question par rapport à l'Europe. Question par rapport à l'Europe. Si la création d'une constitution européenne revenait à l'ordre du jour, est-ce que la France pourrait rester telle qu'elle tout en ayant une constitution supérieure à sa constitution actuelle? Alors c'est un vrai problème. Je pense que, attention, l'Europe n'est pas une nation. L'Europe, c'est un ensemble de pays qui se sont mis, sont entendus pour essayer d'harmoniser, avec quelle difficulté, leur politique. S'il y a une constitution européenne, ça veut dire qu'il n'y a plus de France. Il n'y a plus. Et est-ce que les lois qui vont être faites par Bruxelles au nom de la constitution européenne, les gens de l'Aveyron, du Bade-Württemberg vont l'appliquer? Non. Je pense que l'Europe est une nécessité, que l'Europe est nécessaire, que l'Europe doit se faire reposant sur ce qui est solide, c'est l'Europe des nations, l'Europe des États. Aller vers la supranationalité, c'est un leurre, et ce leurre aboutira par la force des choses à des divisions. Est-ce que si c'est une Europe supranationale, il faudra une langue? Quelle sera la langue officielle? Le Volapük? Pas. Est-ce que vous êtes prêt à renoncer à parler français pour parler allemand, anglais ou pas? Donc ça c'est encore des idées. Peut-être que dans 2 siècles ou 3 siècles, quand vous me réinviterez ici, on pourra dire oui, la construction de l'Europe a bien fonctionné et nous avons perdu nos différences. Mais regardez aujourd'hui ce qui se passe. La France actuelle est mal avec l'Allemagne. Bon, on va mettre la Belgique, elle n'est pas gouvernée. Et l'Espagne, ils changent de gouvernement, ils ne savent plus où ils en sont. Attention, attention. Et donc, oui, créons des solidarités européennes. Oui, créons des dispositions communes. Mais n'allons pas trop vite et évitons cette Europe supranationale que certains prônent. Oui. Essayez d'être synthétique. Vous avez cité un certain nombre d'erreurs. Quand on a supprimé Approchez-vous d'un micro. Moi j'entends.
que sinon on ne vous entend pas plus. Et puis après, il y a une question là-haut. Vous avez cité un certain nombre d'erreurs. Il y en a une où je voudrais savoir quelle est votre opinion. Quand on a supprimé l'armée, tout le monde a pensé que c'était bien, on a fait des économies, mais on n'a vraiment pas On n'a pas supprimé l'armée, on a le service national. Voilà, le service national. Ouais. Est-ce que vous pensez que c'était une bonne chose ou est-ce que c'était une mauvaise chose? Deuxième point. Est-ce que l'affaiblissement de nos institutions n'a pas commencé avec ce qui s'est passé avec Maastricht, où il y a eu référendum, il y a eu un vote, et derrière, il y a eu ce que l'on sait. Et troisième chose, est-ce que la mondialisation, est-ce que le fait que les personnes pensent, comme moi d'ailleurs, que ce sont les grandes entreprises multinationales qui aujourd'hui gouvernent plus que les politiques? Qu'est-ce que peut faire la Constitution vis-à-vis de ces trois points? Eh ben, est parti pour la gloire, là. Le service national, c'est une vraie question qui se pose. Je regardais ce qui se passait. J'étais élu de l'Eure et j'ai une grande base, la base militaire d'Évreux, avec des aviations. Qu'est-ce qui se passait? C'est que finalement, comme le matériel militaire est de plus en plus sophistiqué, les jeunes du contingent ne faisaient plus rien. D'autant plus que j'avais interrogé le colonel, on faisait venir ces jeunes du service militaire, on les faisait venir le lundi pour qu'ils repartent le jeudi. J'ajoute qu'il y avait des règles qui faisaient que près de 60%, 70% du contingent étaient exemptés de service national, les fils agriculteurs, etc. Donc il y avait une injustice. Et les militaires n'étaient pas opposés. Est-ce que c'est une erreur? Je ne sais pas. Là aussi, il y a l'histoire. Au moment de 1948, au moment de la Commune, on avait créé du volontariat pour ces jeunes. Ce n'est pas le service national, mais ça coûtait plus cher à la nation parce qu'il faut les encadrer, il faut les entourer. Donc, je n'ai pas de réponse très claire, mais ce que j'ai vu à Évreux m'incitait à dire, écoutez, arrêtez. Vous ne pouvez pas demander à ces jeunes de venir 10 mois et ils ne font rien. Ils font rien. Si ce n'est que de balayer l'appartement du colonel, pardon, mais, ou de servir de garagiste pour nettoyer la voiture. Ce n'est pas possible. Ça, c'est la même chose. Alors, la mondialisation, alors oui, je pense que c'est le mal qui a tué nos nations. Je prends un exemple très simple. J'avais à Évreux une grande entreprise de fabrication de médicaments qui faisait vivre 1000 salariés. C'est énorme pour une ville, 1000 salariés. Bon. Eh ben, au nom de la mondialisation, ils sont partis en Chine. Et finalement, aujourd'hui, ils vont peut-être revenir. On a un leurre. C'est-à-dire que la mondialisation n'est pas une bonne chose, ça tue le travail, ça tue la compétitivité et ça tue le lien social qu'il y a dans certaines villes avec les entreprises. Donc la mondialisation dont on a fait la panacée a été en fait très, très, très médiocre. Maastricht, j'ai toujours été contre Maastricht, j'ai trouvé que c'était une erreur fondamentale, mais on l'a faite. Autre question? Il y avait une là-haut. Là-haut, à la montagne. Bonjour. Vous m'entendez bien? Oui. Oui, je vous entends, mais pas bien, mais je vous entends. Bonjour, je m'appelle Lucas Morisset. Je suis étudiant à Assas en ce moment. Assas? Assas, tout à fait. Quelle année? Troisième. Troisième, oui, comme ma petite fille. Voilà. Peut-être. Vous en foutez, c'est vrai. Je tenais tout d'abord à vous exprimer mon profond respect pour vous et pour ce que vous avez fait pour notre chère République. Je tenais néanmoins à vous exprimer un certain mécontentement par rapport à votre discours sur les jeunes. Oui, généralement, quand on commence à vous faire passer, c'est qu'il va y avoir un deuxième paragraphe. Exactement, tout à fait, c'est normal. Un certain mécontentement par rapport à votre vision des jeunes aujourd'hui et de l'éducation
à dire qu'on ne sait plus rien sur la vie politique, etc. Je pense que c'est pas qu'on ne sait plus rien, c'est qu'on sait d'autres choses. Et dire le discours de dire que c'était mieux à mon époque, pour moi, il n'avance à rien. Voilà, je tenais juste à faire un point là-dessus. La première question que j'aimerais vous poser, c'est par rapport au Conseil constitutionnel. Est-ce que vous pensez que le fait que la moyenne d'âge de ce Conseil soit 71 ans ne pose pas un problème vis-à-vis de la représentation en fait, qu'il fait du peuple? Et aussi, j'aimerais lier cette question avec le fait que sur 10 représentants du Conseil constitutionnel, il y a 5 personnes qui ont fait l'ENA. Et donc j'aimerais vous poser une question. Il y a quoi? 5 personnes qui ont fait l'ENA. Et alors, c'est pas un drame? Absolument pas. Ah bon? Je n'ai pas dit ça. Mais en fait, j'avais vous poser aussi une question par rapport à votre avis sur l'hérédité du pouvoir dans la politique, en tant que fils de Premier ministre. Voilà, merci beaucoup. Alors, je ne dis pas, pour ce qui concerne les jeunes, je suis très frappé, si vous voulez. Je suis aujourd'hui ici, je serai dans 2 jours à la faculté de droit de Valenciennes, je fais toutes les facultés. Quand il y a... je suis un produit de la faculté. Jadis, les jeunes que j'interrogeais, quand ils faisaient master de droit public, ou j'étais hier à Sciences Po, tous ces jeunes disaient qu'ils avaient envie d'avoir un engagement politique. Aujourd'hui, je constate qu'ils veulent faire du fric. Et alors, on veut être dans le droit des affaires. C'est dramatique pour la politique. C'est dramatique pour la politique. Vous savez, je me souviens toujours, moi qui étais très longtemps magistrat, juge d'instruction à Paris, je me souviens toujours du discours de mon père et de mon grand-père. L'un avait combattu au moment de la guerre de 14, c'est un poilu, et l'autre s'était engagé dans la résistance. Ma famille n'était pas destinée à faire de la politique. Mon père, c'était le Conseil d'État, et c'est la résistance, la guerre, la rencontre avec De Gaulle qui l'a engagé en politique. Et je me souviens toujours de leur discours à tous mes cousins et frères. La République, elle a besoin de vous. La monarchie, on se succède les uns aux autres. La République, si génération après génération, on ne s'engage pas, la République meurt. Or, ce qui me désole aujourd'hui, c'est que je vois un certain nombre de jeunes gens ou de jeunes filles qui ont perdu cette idée que la République avait besoin d'eux. Alors, peut-être c'est parce que l'image des politiques n'est pas bonne. Mais oui, mais l'image, on n'y peut rien, mon pauvre monsieur. Bon. Alors, donc, si on vous voulez... contrôle son image autant que son propos. Quoi? On contrôle son image autant que son propos. Son propos, oui, c'est une image. Si vous voulez, c'est une discussion que j'ai eue avec quelques personnages politiques il n'y a pas très longtemps. Mais vous vous rendez compte l'image que vous véhiculez? Il me dit, mais oui, mais on parle de nous. Je vais vous raconter une histoire, qui est totalement vraie. J'étais président de l'Assemblée, il y a un député qui vient me voir, qui dit, on ne parle jamais de moi. On ne parle que de Santini, jamais de moi. Comment faire? Et il me dit, c'est essentiel, parce que dans ma circonscription, on regarde à l'époque. Et bien je dis, c'est très facile. Mais elle ne le fait pas, il l'a fait quand même. Ne dis pas du bien, ne dis pas du mal de tes adversaires, dis du mal de tes propres amis. Il me dit, tu crois? Je dis oui. Il va dans la salle des 4 colonnes et il dit, le ministre n'a pas été très bon aujourd'hui. Il est passé sur toutes les chaînes de télévision. C'est ça le problème. J'avais un jour, j'ai fait la gloire de 2 députés. L'un parce qu'il avait mis une veste jaune. Et je lui ai dit, c'est pas parce que vous avez une veste jaune qu'il faut crier dans l'hémicycle. La semaine suivante, il arrive avec la veste jaune. Je lui ai dit, mais tu continues? Je lui ai dit, ça a été le succès pour moi. Dans ma commune, tout le monde me parle de la veste jaune. Alors j'ai demandé à un garçon que j'aimais bien, qui était roi, qui était à gauche, j'ai dit, mets une veste rouge. Et il a mis la veste rouge, et il m'a dit, je te remercie, tout le monde me connaît maintenant. Le système médiatique est un système qui est... Mais oui, et
on ne le modifiera pas. Ce n'est pas vous qui le modifierez. Donc, simplement, c'est qu'on peut corriger ça par la culture, par l'amour de la République, par l'espoir qu'on doit avoir que la France reste une nation importante. Aujourd'hui, beaucoup de nos jeunes sont... Je parlais de ma petite fille, c'est une discussion que j'ai eue cet après-midi, parce qu'elle vient travailler, j'ai fait travailler en droit, où j'ai quelques connaissances encore. Et je rêvais qu'elle devienne magistrat. Et elle m'a dit non, je veux devenir avocat d'affaires. Pourquoi? Parce qu'on gagne très bien sa vie. C'est ça qui est, moi, une préoccupation. Mais là aussi, c'est parce que, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, que dans les lycées, dans les collèges, on n'apprend pas l'histoire de la République et on ne dit pas à ces jeunes, mais vous voyez, s'il y a eu des progrès, s'il y a eu des libertés, c'est parce qu'il y a des femmes et des hommes qui se sont battus pour permettre à notre société. Ça, c'est la première chose. Alors, là où je ne vous suis pas, la moyenne d'âge au Conseil constitutionnel, vous m'avez dit 64 ans. Ben, heureusement que ce n'est pas l'âge de la maternelle. Hein. Je crois, ce qui est important, c'est d'avoir au Conseil constitutionnel des femmes et des hommes, pas uniquement des juristes, mais des femmes et des hommes d'expérience. Et la seule règle à laquelle je tiens au Conseil constitutionnel, c'est l'impossibilité de faire 2 mandats. Parce que ça assure l'indépendance. Vous savez, quand j'ai voulu la question prioritaire de constitutionnalité, c'est-à-dire la possibilité pour des justiciables, à l'occasion d'un procès civil, commercial, pénal, lorsqu'on leur oppose une loi ou un article, de demander si cet article ou cette loi est conforme à la Constitution. Et quand je l'ai voulu, j'avais souhaité le projet dans la commission Balladur de réforme, mais elle n'avait pas compris, donc je l'ai imposé après. C'est par un souvenir historique. Car vous savez que Camille Claudel, la maîtresse de Rodin, a été enfermée toute sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle portait ombrage au talent de Rodin. Et alors, Rodin, avec la famille, et avec sur l'expertise de 2 médecins cousins de la famille, ont fait enfermer Camille Claudel toute sa vie. Et elle est morte enfermée. Et moi, le magistrat, c'était mon obsession. La privation de liberté dans un système démocratique ne peut être que le fait du juge. Alors, s'il y a urgence, on peut hospitaliser pendant quelques temps. Mais si ça dure, c'est le juge qui décide, sur rapport de médecin indépendant, si cette personne doit être hospitalisée. Et donc, je n'avais qu'une obsession, c'est de faire en sorte que, bien après Claudel, on répare cette injustice. Vous voyez comment la connaissance de l'histoire m'a permis de retrouver et de faire en sorte. Et un jour, il y a un avocat que je croise, et il y avait une personne, je ne dirais naturellement pas le nom, qui, avant de décéder, avait légué tous ses biens, elle n'était pas décédée, elle avait légué tous ses biens à une association, notamment son château. Et les enfants avaient décidé, pour casser le testament, de la faire apparaître comme folle. Et ils avaient demandé à deux médecins de la famille de lui faire une expertise, et les 2 médecins de la famille avaient... Et elle avait été... il y avait une décision, elle avait été placée en détention, pas en détention, en hospitalisation fermée. Et l'avocat a attaqué la décision des médecins et compagnie. Et comme il y avait eu une décision de la juridiction entraînant, se basant sur le rapport des médecins, on a fait une QPC et j'ai pu, comme ça, casser cette loi de 1800 quelque chose. L'histoire. Et toutes les actions importantes dans les décisions que j'ai prises au Conseil constitutionnel, souvent, c'était par référence à ce que j'avais appris de l'histoire de mon pays. Alors, je crois que le Conseil constitutionnel, il doit rester ce qu'il est,
il doit, à la différence de la Cour suprême, ne pas se saisir, car la grande différence entre le Conseil constitutionnel et les cours suprêmes américaines ou européennes, c'est que le Conseil constitutionnel ne peut pas s'auto-saisir. Il doit être saisi, soit par le président de la République, Premier ministre, président de l'Assemblée, 60 députés, 60 sénateurs, avant la promulgation de la loi, soit par les justiciables grâce à cette nouvelle disposition. Donc voilà, c'est une décision, et encore une fois, ce n'est pas parce que la moyenne d'âge est 64 ans qu'ils rendent de mauvaises décisions. Vous aurez un jour 64 ans. Bien sûr, mais je n'ai pas du tout soutenu cette thèse. Absolument pas. C'est juste que pour moi, il ne faudrait pas dire aux personnes âgées de partir, absolument pas. Mais il faudrait, dans mon opinion en tout cas, implanter des jeunes, en fait, des personnes jeunes, pas de 20 ans évidemment, mais de 30, 40 ans, et élargir au final le panel de décision du Conseil constitutionnel. Attendez, arrêtez une seconde de déconner à plein tube, si je peux me permettre, monsieur le maire. La valeur ne dépend pas de l'âge, elle dépend de l'expérience. Or, si vous faites venir un homme ou une femme qui débute dans la carrière politique, d'abord vous hypothéquez sa carrière, par rapport à 9 ans, il ne peut pas prendre position politique, etc. Et deuxièmement, quelle est son expérience? Moi, j'ai toujours souhaité au Conseil, ce n'est pas moi qui nomme les membres du Conseil, qu'il y ait à la fois des juristes, parce qu'on a besoin de juristes, mais qu'il y ait aussi des femmes et des hommes d'expérience, qui ont appliqué les lois, qui ont vu la difficulté parfois d'application de ces lois et qui savent la complexité de l'élaboration de la loi. Donc, on peut toujours améliorer. Et puis, encore une fois, c'est pas l'âge, ça dépend du tempérament des uns et des autres. Je me souviens, il est décédé, mais je rends toujours hommage à Jacques Barrot, qui était à un certain âge et qui a été un membre exceptionnel, car il avait une telle expérience. Et ce qu'il faut, que vous ayez 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans, ce qu'il faut, c'est 2 choses. Être capable de regarder les gens en face et être capable d'écouter les autres. Souvenez-vous toute votre vie de cette phrase d'Anatole France. Qu'est-ce que disait Anatole France? Heureux ceux qui n'ont qu'une vérité. Plus heureux, plus grand, plus fort. Ceux qui ont assez fait le tour de la vérité, de la réalité, pour savoir qu'il n'y a pas qu'une vérité. Alors, disait-il, enrichissez-vous de la vérité des autres. Et c'est ça, un magistrat. C'est ça, quand vous êtes dans une juridiction. Il n'y a pas de vérité. Mais essayez, en écoutant la vérité des autres, d'approcher la vérité. Et donc, ce qui me frappe beaucoup au Conseil constitutionnel, c'est qu'il y avait des femmes et des hommes qui avaient été politiques, dans lesquels on n'avait pas été d'accord toujours, mais il y avait, au cours du délibéré, un respect des idées des autres et une volonté d'approfondir ses propres idées. C'est ça qui est important, aussi bien dans la justice judiciaire, que je connais bien, que dans la justice politique ou administrative, c'est qu'il faut nommer des hommes ou des femmes, quel que soit leur âge, mais qui aient la capacité de ne pas s'enfermer dans leur vérité. Oui. Oui, Étienne Béranger, donc je suis un des maires adjoints de cette commune. Personne n'est parfait. Absolument. Je voulais en tout premier lieu vous féliciter pour la sagesse, l'impartialité et l'éthique dont vous avez fait preuve en tant que président de l'Assemblée nationale et président du Conseil constitutionnel. En 1958, moi je n'étais pas encore né, mais mes parents qui aimaient l'histoire m'ont raconté un peu ce qui se passait à l'époque. Et ils m'ont dit qu'en 1958, la Constitution qui a été mise sur pied par votre père et les gens qui l'entouraient, elle a été mise sur pied dans un climat de guerre civile où il fallait un exécutif fort
pour justement éviter ce qu'on avait connu lors des 3e et 4e Républiques. Et cette Constitution, elle a fait ses preuves. Et quand on parle de Constitution, moi qui travaille dans les travaux publics, je considère le mot Constitution dans le sens architectural. C'est-à-dire que cette Constitution est un peu l'architecture de la République et elle a fait ses preuves, car comme vous l'avez rappelé, elle a survécu à la fois aux alternances et à la cohabitation. Pour en revenir à l'époque actuelle, en gros à la fin de l'histoire, nous sommes dans un climat très particulier. Les analystes politiques disent, un petit peu comme les sociologues, qu'il faut regarder si on est dans la méfiance, dans la confiance ou dans la défiance. Eh bien, à l'heure actuelle, vous avez des gens qui sont dans la méfiance vis-à-vis de la classe politique, ce sont ceux qui s'abstiennent. Vous en avez qui sont dans la confiance, qui continuent à voter pour les partis politiques qu'on appelle traditionnels, et vous en avez qui sont dans la défiance. Alors, il y a dans la défiance, et il y a une mauvaise défiance qui consiste à voter pour les extrêmes, et donc pour le populisme, et il y a une bonne défiance qui consiste à mettre au défi les gens qui sont au pouvoir. C'est-à-dire, lorsqu'on élit quelqu'un, on ne lui donne pas un blanc-seing, un chèque en blanc pour la durée du mandat, mais on lui demande de rendre des comptes. Et c'est là que les réseaux sociaux peuvent avoir un rôle intelligent au milieu de tous les rôles néfastes qu'ils peuvent avoir par ailleurs. Et enfin, ce que je voudrais vous dire, et c'est peut-être là le plus important, cette Constitution définit le rôle du Parlement. Aujourd'hui, des questions se posent, comme par exemple l'introduction d'une certaine dose proportionnelle, comme par exemple le statut de l'élu. On s'aperçoit que finalement l'Assemblée nationale, et c'est peut-être pareil au Sénat d'ailleurs, n'est pas forcément très représentative du corps social. Et donc il faudrait un statut de l'élu pour, en particulier, lorsque les gens du privé élus sont battus à une élection suivante, ils puissent retrouver facilement du travail. Et enfin, il y a la question du référendum, qui est très présent dans la Constitution. Alors, le référendum, tout le monde en a peur, parce qu'il y a eu l'altitude gaullienne de 69, quand le général de Gaulle a lié son sort à celui du référendum. Il a fait ce qu'il a dit, il est parti. Ce qui fait que, bon, il y a eu le référendum sur l'Europe. Les gens ont peur du référendum. Ça pose la question de l'équilibre entre la démocratie représentative et la démocratie participative. Alors vous avez, comme dirait André Santini, vous avez des cons, il y en a partout, qui voudraient des référendums tous les jours. Par exemple, en ce moment, il y a des gens qui se demandent s'il ne faudrait pas faire un référendum pour savoir si Antoine Dupont doit jouer le prochain match de rugby. Et j'ai entendu là-dessus, la France retient son souffle, la patrie est en danger. Donc voilà le type de conneries qu'on peut entendre dans les médias. Et plus sérieusement, est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait avoir un sain recours au référendum qui permettrait d'avoir une co-construction de la politique entre les élus et les gens qu'ils représentent? Alors, je vais vous répondre sur plusieurs points. À votre défiance et confiance, j'ajoute l'indifférence. Car ce qui est la cause de l'abstentionnisme, c'est l'indifférence. Alors, je ne veux pas m'énerver, mais arrêtez de nous emmerder avec la proportionnelle. Il n'y a pas un pays au monde, où la proportionnelle n'a pas abouti au bordel. Regardez, Israël, proportionnelle intégrale. C'est le parti religieux qui gouverne, suivant qui va à droite et à gauche. Alors, les centristes, ils adorent ça, parce qu'on les négocie. Reprenez la 4e République. Quel est le drame de la 4e République? C'est l'utilisation de la proportionnelle qui a fait que, année après année, proportionnelle après année, on s'est retrouvé avec 15, 16, 17 partis. C'est-à-dire qu'il y avait... Attendez, c'est-à-dire qu'il y avait... Mais la dose... Mais arrêtez cette hypocrisie à la Bayrou. Je suis désolé. Quand vous commencerez à mettre une dose, on dira une petite dose, et puis après une troisième dose, et on aboutira à une situation d'autant plus grave, monsieur, que la proportionnelle en France, dont on a vu
tous les effets négatifs dont on voit en Belgique, quand on voit dans tous les pays les effets négatifs, la proportionnelle en France sera encore plus grave qu'ailleurs, car les règles de financement de la vie politique donnent des subventions aux partis, et donc vous aurez dans les partis de droite, de gauche, vous verrez au MoDem 14 formations qui se créeront, parce que chacun voudra avoir ses élus. Donc, arrêtons. Deuxièmement, le scrutin majoritaire a montré qu'il n'entraînait pas forcément une majorité absolue. J'ajoute, cher monsieur, qu'il faut que vous réfléchissiez une seconde à quelle est la finalité d'un mode de scrutin. Il y a deux finalités. Il y a la finalité des tenants de la proportionnelle, c'est-à-dire il faut donner une photographie de l'opinion publique. Et alors faisons la proportionnelle, et on aura en France, au bout de 3 fois, 14, 15, 16 partis, chacun se retrouvera, il y aura il y a le MoDem de droite, le MoDem de gauche, le MoDem du centre, le MoDem du centre-droit. Absurde. Et il y a l'autre finalité d'un mode de scrutin, c'est la finalité anglo-saxonne. La mode de scrutin est là pour permettre la constitution d'une majorité qui permet l'édification d'un gouvernement, et que ce gouvernement, il est responsable devant le peuple. Bien, j'ajoute, si vous voulez, que aujourd'hui, c'est là l'hypocrisie de tout le monde, c'est pas besoin de réformer la Constitution pour réformer le mode de scrutin. Il n'y a rien dans la Constitution sur les modes de scrutin. Mais chacun, à droite comme à gauche, on dit « on veut la proportionnelle, on veut la proportionnelle ». Comme en France, on enfonce des portes ouvertes, tout le monde dit « oui, la proportionnelle, oui, la proportionnelle ». Mais quand on les met face à leurs responsabilités, ils n'en veulent pas. Le président actuel de la République avait annoncé à plusieurs reprises, chaque fois qu'il voit M. Bayrou, il dit à M. Bayrou, on va faire la proportionnelle, et Bayrou part content. Bayrou qui était déjà vieux quand j'étais jeune. J'adore Bayrou, hein, pardon. Non, mais il y a un moment où il faut arrêter. Il faut arrêter. Est-ce que vous pensez, en plus, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les problèmes des Français, qui ont des problèmes de fin de vie, qui ont des problèmes de moyens d'existence, qui ont des problèmes d'angoisse à l'égard de l'avenir vis-à-vis de leurs enfants, si on commence à toucher au mode de scrutin, ils diront quoi? Ça y est, les politiques, ils mettent leurs règles pour pouvoir rester en place. Parce que la proportionnelle, voulue par tous ces grands personnages, c'est parce que ça leur assure leur propre élection. Ils sont tête de liste, ils sont élus, on s'en fout. Donc, la proportionnelle tue la République et tue la démocratie. Regardez en Allemagne combien de temps il a fallu pour constituer un gouvernement. Et il a fallu négocier avec les partis centristes. Ah, dis-moi, tu veux combien de postes? Ah, j'en veux 5. Ah, non, non, l'autre en veut 6. Absurde. Arrêtons. Donc, je suis contre la proportionnelle. Alors, simplement, il faut lire l'article 3 de la Constitution. L'article 3 de la Constitution, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et le « et » a été mis là exprès par la voie du référendum. Et donc, je suis persuadé que dans ces périodes d'angoisse, où il est nécessaire de se rassembler, je pense qu'il est important de faire des référendums. Alors, simplement, attention à bien fixer les règles dès le départ. Est-ce que le référendum sur une question précise entraîne, oui ou non, le départ du gouvernement? Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas lier les deux et qu'il y a des sujets suffisamment importants pour la nation, pour, entre la représentation nationale, il y ait la possibilité, pour la représentation, la possibilité, sur une question dont on doit estimer
qu'elles intéressent les Français dans leur vie quotidienne, de les interroger. Mais il faut que le gouvernement précise que c'est la question qu'il pose, qu'il entend suivre la réponse, et non pas dire « votez pour moi, votez oui, parce que sinon je m'en vais ». De Gaulle peut le faire. De Gaulle n'est plus là. Et aujourd'hui, pour la respiration, il est important qu'il y ait cette possibilité d'utilisation du référendum. Alors après, il y a une deuxième question. C'est là où il faudra, on parle beaucoup, modifier la Constitution, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que la Constitution fixe les conditions d'utilisation. Et qu'il y a un arrêt du Conseil constitutionnel qui permet au Conseil constitutionnel de vérifier dans quelles conditions a été faite. On a fait ça pour éviter le débat qu'il y avait eu sur l'article 11 pour la réforme de l'élection de président du suffrage universel. Mais on n'est plus du temps de De Gaulle. Donc, pour résumer, arrêter de fantasmer sur la proportionnelle. Deuxièmement, oui au référendum. Troisièmement, que le gouvernement ne lie pas son existence au référendum. Alors, il y a un autre problème que vous n'avez pas soulevé qui, moi, me préoccupe, c'est que aujourd'hui, on est dans une situation assez dramatique, car on a l'élection présidentielle, donc 2 scrutins, suivi de l'élection législative, 2 scrutins, suivi des européennes, des départementales, des régionales, des européennes et des sénatoriales. Jadis, ce n'était pas très grave parce que le maire d'Évreux change, ça n'avait pas des conséquences nationales. Or, aujourd'hui, le maire de Trifouilly qui change d'étiquette politique, on en fait un drame ou on en fait un succès. Et donc, si vous voulez, la médiatisation des élections locales aboutissent trop souvent à donner des colorations nationales à ce qui est local. Donc, je serais pour regrouper quelques élections et je serais surtout, ce qui réglerait le problème également du référendum, pour arrêter cette connerie qui est de faire qu'après l'élection du président de la République, on vote pour les députés. Et c'était très bien avant, il y avait. Je rêve d'une dissolution, parce qu'à ce moment-là, ça ne serait plus en même temps. Mais si vous voulez, je rêve, parce que je ne suis plus assemblé. Mais donc, si vous voulez, attention, oui au référendum, mais avec toutes ces élections, tous les mois, c'est comme ça qu'on arrive à faire que les gens n'aillent plus voter. Voilà. Alors, j'ajoute que, je dis ça pour les jeunes, parce que j'ai été soumis à ça, attention au vote à Internet chez vous, puisqu'on vous dit pour lutter contre l'abstention, on va pouvoir voter chez soi avec son appareil Internet. Attention, la République, elle suppose que chacun vote en son âme et conscience. Or, si nous commençons à permettre aux gens, avec leurs ordinateurs le dimanche matin, de voter, d'abord, les partis politiques vont réunir leurs membres, les organisations professionnelles, les organisations confessionnelles, et donc on va avoir des votes qui ne sont plus l'expression d'individus, mais l'expression de collectivité. La République, elle est passée à une voix de majorité. N'oublions jamais ça. Et que la force de la République, c'est que vous rentrez dans un isoloir, votre maire a dit tu vas voter comme ça, votre patron va dire tu vas voter comme ça, vous êtes seul dans votre isoloir. Et j'ajoute ensuite que j'avais bien étudié la question, que si on vote par ordinateur, etc., il y a des possibilités de reconstituer le vote des gens. Et puis, que se passera-t-il quand il y aura des hackers ou je ne sais pas quoi qui modifieront? Donc, restons dans le simple. Restons, si les jeunes ou les moins jeunes n'ont pas la possibilité de se déplacer pour une fois par an à aller voter, c'est que la démocratie va très mal. Autre question? La dernière question, c'est par justement un jeune. Sachant que vous pourrez toujours échanger après, puisque Monsieur le maire vous offre un cocktail, donc on pourra toujours continuer à échanger effectivement
au Salon Élysée. Mais vous pouvez interroger monsieur le maire aussi. Hein. Bonjour monsieur. Bonsoir, alors, Monsieur le Président. Non, bonsoir. Vous savez, quand on m'appelle monsieur le ministre ou monsieur le président, je me retourne pour savoir si c'est quelqu'un qui me suit. Et c'est André. Je vais vous dire, en politique, il ne faut pas être ministre, on n'a que des emmerdes. Il ne faut pas être ancien ministre, ça ne sert à rien. Il faut être futur ministre, et là, j'ai aucune chance. Allez-y, quelle est votre question? Alors, en tant que membre du Conseil local de la jeunesse et étudiant à la Sorbonne, je me posais une question qui, selon moi, me semble assez importante, qui n'a même pas été soulevée par les autres intervenants, ni même vous. C'est celle du 49.3. On voit avec la majorité relative du camp présidentiel que le Parlement n'a pas pu jouer le rôle qu'il aurait dû jouer à cause de l'utilisation peut-être intensive, selon moi, du 49.3. Est-ce que cela, selon vous, ne relève pas une limite de la Constitution de notre République? Bon. C'est ton père qui a instauré le 49. Non, je vais. D'abord, l'origine du 49.3 a été souhaitée par Étienne Pfimelin et les ministres de la 4e République. Pourquoi? Parce que lorsque le gouvernement de la 4e République, qui avait été investi par le Parlement, arrivait avec un texte important, les députés disaient « on vous fait confiance, mais on ne veut pas ce texte ». Et le gouvernement disait « ce texte est essentiel pour ma politique. Donc il faut savoir ce que vous voulez ». Et tous les gouvernements, il y a eu même des gouvernements sous la 4e République où les politiques au pouvoir, qui avaient signé ce texte, leurs camarades qui étaient députés votaient contre. Arrêtons. Bon. Qu'est-ce que c'est que le 49.3 ? Le 49.3, c'est, voilà, je vous dépose un projet de loi qui est essentiel pour la politique que je veux mener pour la France. D'accord ? Vous me suivez pour l'instant. C'est essentiel. Alors, on va faire deux choses. Ou vous me faites confiance et vous ne déposez pas de motion de censure, et donc le texte sera adopté, ou vous ne me faites pas de confiance, alors déposez une motion de censure et faites-la voter. C'est de la cohérence. Il n'y a rien d'extraordinaire. Alors, là où ça a été plus compliqué récemment, c'est l'utilisation ensemble du 49.3 et du 47 de la Constitution. Ça ne vous dit rien, mais le débat est enserré dans des délais. Ça, c'est une manœuvre gouvernementale pour dire, eh ben, on va faire en sorte que, comme les délais sont très courts, hop, on va, au bout du délai de je ne sais pas combien de jours, mettre le 49.3. Encore une fois, il faut savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez que votre pays soit gouverné? Oui ou non? Si vous voulez qu'il soit gouverné et que le gouvernement qui est issu du Parlement, qui a reçu la confiance de sa majorité, pas de vous, dépose un texte en disant « je suis désolé, ce budget, ce texte, il est essentiel pour ma politique ». Alors, ou vous me faites confiance et c'est conforme à la confiance que vous m'avez donnée au départ, ou vous ne me faites pas confiance, alors déposez une motion de censure. Qu'est-ce qu'il y a là l'exceptionnel? Rien. Pourquoi dans d'autres pays, comme en Allemagne, etc., ça marche? Parce que ça met en France les oppositions dans l'obligation de déposer une motion de censure. Mais comme ils n'ont pas de projet de remplacement, comme ils sont incapables de réunir une majorité contre le gouvernement, quel qu'il soit, ce n'est pas ce gouvernement, eh bien, ils gueulent contre le 49.3. Vous savez, vous me faites penser, le sportif, oui. Alors, faites penser à ces footballeurs qui jouent un match et ils ratent le but. Alors, il y a deux solutions. Le lendemain, ou vous bossez plus pour faire rentrer le ballon dans les buts, ou vous agrandissez les buts. Là, en France,
vis-à-vis des constitutions, on est comme ça. Dès que ça vous gêne, on ne dit pas, mais il faut peut-être essayer de convaincre des députés pour avoir une majorité, pour avoir des... Non, hop, on supprime. Arrêtons. La 4e République est tombée, notamment parce que les gouvernements ne pouvaient pas faire voter les textes sur lesquels ils considéraient que c'était leur politique. Voilà, c'est tout. Alors après, vous pouvez gueuler, hein. Non ? Oui, après, selon moi, après c'est mon avis de c'est déjà important. Qui n'est pas éclairée, forcément compétente dans ce milieu, mais qui m'intéresse quand même tout de même à cela. Je trouvais ça quand même assez exceptionnel, la situation dans laquelle on se trouve actuellement. On a une majorité relative, on n'a pas une cohabitation, on a une majorité relative qui fait que on n'est pas vraiment satisfait du travail du gouvernement, mais on n'arrive pas à, avec la motion de censure dont vous parliez, remplacer le gouvernement. Mais non d'une pipe, ce sont les Français qui ont désigné cette absence de majorité. Moi, je suis respectueux du suffrage universel. Ah ben oui, c'est comme ça. Alors, on peut regretter, mais c'est comme ça. Et donc, l'Assemblée n'est pas, il n'y a pas de majorité absolue, très bien, parfait. Eh bien, il faut que le gouvernement le comprenne, et il faut que ceux qui sont dans l'opposition, au lieu de critiquer, de gueuler, de hurler, de se rouler par terre, proposent des textes constructifs. Quand il y a eu le 49.3, est-ce que vous avez vu l'opposition proposer un texte en contrepartie de ça? Non, rien. Mais le 49.3 est fait pour renforcer le gouvernement, pour qu'il renforce sa majorité, et pour ceux et celles qui ne sont pas d'accord, propose, avec la motion de censure, un autre texte. Là, il va y avoir un 49.3 sur le budget. Ah, on est contre, le gouvernement dépose 49.3. Mais moi, je serai au gouvernement, je serai le Premier ministre, je dirais, messieurs les opposants, quel texte vous proposez en contrepartie? Vous proposez de gueuler? Qu'est-ce que vous proposez en contrepartie? Quel budget proposez-vous? Ils ne sont pas d'accord pour se mettre entre le Front National, la NUPS, les socialistes et autres. Personne n'est d'accord sur rien. Bon, eh bien, monsieur, vous ne déposez pas de motion de censure parce que vous n'êtes pas capable de la voter, ou si vous en déposez, vous n'avez pas la majorité. Et en plus, vous n'avez aucun projet de remplacement. Alors, vous voulez que la France aille à volo? Le budget, vous voulez qu'on fasse comme on faisait sous la 4e République, où le budget n'était jamais voté à temps, alors on bloquait l'horloge de l'Assemblée nationale, on votait le budget le 4, 5, 6 janvier, mais on était toujours à l'Assemblée nationale le 31 décembre. Arrêtons. Arrêtez. Alors, à la 4e, ça allait, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Vous voyez la comédie? Comme quand les gens de la NUP disent je veux pas le 49.3, mais qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous proposez? On propose de gueuler. Mais oui, mais... Le système américain, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une caricature quand même, non? Les gars qui se foutent sur la gueule toute la journée, et puis là, il a fallu se réconcilier rapidement pour que les fonctionnaires soient payés. Enfin, ça est absurde. C'est de l'américanisme. Arrêtons. Hein. Tout le monde, il n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil, même à la Sorbonne. Hein oui, voilà. Voilà. Alors, avant de céder la parole pour le mot de la fin à M. Santini, moi, ça m'a inspiré 2 réflexions. Je voulais juste répondre à M. Béranger, sous votre contrôle, évidemment, que dire que les gens qui voulaient absolument, depuis 40 ans, la proportionnelle, ont été élus cette fois-ci au scrutin majoritaire. Vous voyez à qui je pense, évidemment. Et j'espère qu'en tout cas, on vous remercie, Monsieur le Président, de cette conférence. Vous avez convaincu que cette constitution est vraiment importante et va durer plus que 69 ans. Mais j'avais juste une réflexion sur la question qu'avait posée notre jeune, c'est qu'un des plus grands opposants à cette constitution s'appelait François Mitterrand. Il a été 14 ans, je crois que personne ne sera élu 14 ans président de la République. Il pouvait changer la constitution s'il le voulait. Il s'en est servi, archi-servi. Enfin, je vous laisse l'expliquer. Oui, non, mais j'aurais dû le dire, mais le coup d'État permanent, voilà la gauche à l'époque, mais je ne reproche pas, c'est leur explique que cette constitution va à volo, que c'est dramatique,
ils ont eu, Mitterrand avait dans les 110 propositions proposé le retour au quinquennat, etc., etc. Ah, rien. Bon. Et puis, elle a survécu à Mitterrand. Et puis, en cohabitation, quand ça a été Rocard ou quand ça a été après Jospin, ils se sont habitués à la cohabitation. Et qui a utilisé le plus le 49.3 ? Vous qui êtes un peu à gauche, là. La Sorbonne. Oui, c'est la Sorbonne, mais c'est... je crois, si je me souviens bien, mais voilà. Le 49.3, vous savez combien de fois il a été utilisé depuis le début de la Ve République ? 89 fois. Car à l'époque, ça gueulait pas. Et Rocard, socialiste, à gauche, contre la Constitution de la Ve République, a utilisé 28 fois le 49.3. Donc, un peu de modestie, un peu de tranquillité. L'important pour moi, c'est que la France, notre pays, soit gouverné. Je ne suis pas favorable forcément à ce gouvernement, à cette majorité. Je ne fais plus de politique. Je suis parti dans un autre métier qui est le métier du théâtre. Mais ce gouvernement est issu des élections. Je respecte le suffrage universel et par conséquent, eh bien, c'est pas parce que je le respecte, je ne suis pas favorable au gouvernement que je veux modifier la Constitution pour faire tomber le gouvernement. Voilà. OK ? D'accord. Monsieur le maire. Monsieur le maire. Alain Lévy a annoncé que j'allais conclure. C'est faux. C'est Jean-Louis Debré qui a conclu. Moi, ici, modestement, je comparais avec mes collègues présents notre statut à celui du gouvernement national. Et c'est vrai qu'il y a quand même une dégradation, y compris chez nous. On a une très large majorité. Il y a 3 groupes d'opposants de 3 fois 3, 9 sur le paquet. Et on fait des choses assez extraordinaires. Tout le monde nous le dit. Mais les autres, là, ils continuent à déconner, à insulter les gens, etc. Ça ne fait que 42 ans que je suis là, vous vous rendez compte ? Il pourrait attendre que je meure, quand même, pour critiquer. Il faut attendre 40 ans encore ? Oui, c'est ça. Non, mais avec Fabienne, nous avions été voir l'exposition Toutankhamon. Et quand elle a appris que Toutankhamon avait régné 72 ans, elle m'a dit « Merde, on est mal parti ». Voilà. Merci à toi, Jean-Louis. Merci de ton expérience. Merci de ton humanité. Je me permets de dire aussi merci de ton humour, parce que on avait dialogué un peu. Vous savez, je me souviens toute ma vie, il y avait un ministre de la Justice qui s'appelait Arpaillange. D'abord, à l'Assemblée nationale, c'était la guerre pour se mettre à côté de Santini, parce qu'on passait des très bonnes séances. Et je me souviens toujours, André qui dit, c'est la différence entre Saint-Louis et Arpaillange. Et bien, Saint-Louis rendait la justice sous un chêne et Arpaillange comme un gland. Et oui. Aujourd'hui, on ne pourrait pas, c'est pas assez grossier. Non, mais tu as raison, parce qu'aujourd'hui, vous ne vous rendez pas compte. Ouais. Toutes ces phrases qui ne portaient pas de conséquences, c'était de l'humour. Aujourd'hui, c'était accepté. Aujourd'hui. Et ça ferait sur les réseaux sociaux un drame. Ouais. Merci, Monsieur le Président. Ah oui, alors il y a encore un cadeau, tu vois. C'est ce qu'on appelle les pots de vin. Tout à fait, un pot de vin. Non, c'est pour l'écriture du prochain livre. Pour ton prochain pièce ou livre. Voilà. Merci, Jean-Louis. La discussion peut continuer. Merci aux jeunes de leur engagement futur. Bravo. Il a envie de partir. On se retrouve au Salon Élysée, là-haut, pour le verre de l'amitié.